Bonsoir et une nouvelle fois, bienvenue au Facebook Live depuis Strasbourg. Nous sommes une nouvelle fois très heureux de répondre à vos questions. En tout cas, nous allons essayer. Nous avons déjà une multitude de questions qui sont arrivées. Comme nous avons quelques minutes de retard, nous allons vite rentrer dans le vif du sujet. La première question de Garance, c'est pour toi Isabelle. Pensez-vous que la gauche puisse être audible face à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen lors de ces élections européennes? Eh bien, chère Garance, c'est à mon avis tout l'enjeu de ces élections. Parce que si effectivement Emmanuel Macron réussit son pari d'un tête-à-tête avec l'extrême droite, ces élections européennes n'ont servi à pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sont en quelque sorte les deux faces d'une même médaille. D'un côté, Emmanuel Macron qui soutient depuis avec ses ancêtres, si je puis dire, le néolibéralisme en Europe depuis des décennies, néolibéralisme qui a conduit à des politiques d'austérité, enfin d'austérité ou de contre-redistribution, comme j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de redistribution de la richesse vis-à-vis notamment des personnes les plus modestes, mais aussi de redistribution, par exemple, sur l'écologie avec un gros investissement, un investissement important sur les mutations écologiques. Donc, effectivement, si on continue une politique néolibérale, pas de redistribution, et ceci nourrit qui? L'extrême droite. Donc, c'est tout l'enjeu de cette élection que de contrer en disant finalement ceux qui se déclarent européens et qui font du néolibéralisme, vous êtes en train d'enterrer le projet européen, le projet de solidarité européenne, le projet d'harmonisation européenne. Et ceux qui veulent le nationalisme et toute l'extrême droite risquent, c'est leur projet. Leur projet, c'est d'enterrer un projet européen de solidarité et de partage. Donc, dans les deux cas, nous restons dans un statu quo absolument mortifère pour l'Union européenne. C'est là où nous devons intervenir, c'est là où nous devons être puissants dans nos propositions, puissants dans notre programme. Et bien sûr, ce serait mieux pour être puissant que nous soyons nombreux. Et là, mais je ne vais pas m'étendre sur ce point, c'est le sens de la votation citoyenne que nous avons proposée, que Benoît Hamon a proposé, à savoir forcer finalement l'ensemble des forces de gauche, les forcer par l'intervention citoyenne à construire un projet, un programme commun, unique, avec des listes uniques pour la gauche, pour contrer le néolibéralisme et le nationalisme qui en découle. Merci Isabelle. Le débat ne fait que commencer évidemment. Une question de Luc qui m'est adressée. Vous avez soutenu la charte de MeToo au Parlement, mais que faites-vous concrètement pour les droits des femmes au niveau européen? Cher Luc, on fait plutôt pas mal de choses. Malheureusement, elles sont peu connues. Par exemple, au niveau des droits salariales entre les femmes et les hommes, aujourd'hui, les statistiques européennes sont dramatiques et c'est la faute des États puisque à travail égal, une femme gagne en moyenne 18% de moins qu'un homme et les choses s'empirent avec le temps parce qu'arrivé à l'âge de la retraite, ça n'est plus 18% mais 40%. Et dans le droit européen, il est stipulé de manière très claire qu'à travail égal, il faut qu'il y ait un salaire égal. La difficulté que les femmes ont et que nous avons dans les États membres, c'est qu'effectivement, pour pouvoir démontrer devant un juge qu'il y a discrimination, eh bien, il faut être en capacité de connaître le salaire de ses collègues, de ses collègues de travail, et notamment lorsque nous sommes une femme, un collègue homme. Et c'est pour ça que nous prenons la transparence sur les salaires. 2 pays l'ont fait et que ça marche plutôt bien. L'Islande, même si c'est pas un État de l'Union européenne, mais c'est un État avec qui il y a de fortes des accords d'association et qui sont un peu nos partenaires privilégiés, où il y a obligation de transparence des salaires entre les femmes et les hommes et de manière mécanique, les choses se rétablissent. L'Allemagne vient de se doter une loi à peu près similaire depuis l'année dernière et là aussi, ça commence à avoir ses premiers résultats. Et ce que nous attendons de la France, notamment, c'est que le pays des droits de l'homme, donc des droits des femmes, puisse faire la même chose, de manière à ce que les femmes puissent démontrer et prouver qu'elles sont victimes de discrimination salariale. Et vous allez voir, il se passerait le même phénomène qu'en Islande, c'est que de manière mécanique, les entreprises se mettraient en conformité avec le droit européen et les salaires des femmes seraient revus à la hausse. Premièrement. Deuxièmement, nous faisons pression sur la Commission, sur le Conseil, de manière à ce que les États qui n'ont toujours pas ratifié la Convention d'Istanbul, je rappelle la Convention d'Istanbul,
il y a toute une panoplie, il y a plein de mesures sur le droit des femmes. Il y a encore 8 États membres qui n'ont toujours pas ratifié la Convention d'Istanbul. C'est inadmissible, c'est intolérable. Et nous demandons à la Commission qu'elle mette la pression la plus forte possible et voire même les sanctionner à ces pays-là qui ne respectent pas la Convention d'Istanbul. Troisième exemple, bon, la liste serait trop longue, mais nous avons forcé, et la commissaire Madame Jourova a accepté le principe de mettre en place un congé parentalité harmonisé au niveau européen, de manière à ce que lorsqu'un enfant vient dans un couple, il y ait un droit de congé parental identique pour l'homme et pour la femme, 4 mois pour la femme, 4 mois pour l'homme, de manière à ce que l'homme prenne aussi toute sa place dans l'éducation de l'enfant, et c'est aussi un système qui favorisera le retour à l'emploi de la femme. Malheureusement, on a gagné sur les 4 mois de congé parental, malheureusement sous la pression des États et notamment sous la pression de la France, qui a fédéré autour d'elle 13 autres pays pour bloquer une bonne rémunération du congé parental. Le niveau de rémunération est laissé à la discrétion des États. Et vous savez qu'en France, le niveau de rétribution d'un congé parental est de 396 € par mois. Vous imaginez bien qu'avec ça, nous n'irons pas loin. Donc, le combat continue. Et je peux vous assurer qu'au niveau européen, on fait beaucoup plus et on bataille beaucoup plus sur le droit des femmes que dans beaucoup d'États membres. Mais ça ne fait, là aussi, le combat est loin d'être terminé. Il y a encore beaucoup de batailles à gagner. Nous venons de voter aujourd'hui une résolution qui dénonce notamment le recul des droits des femmes, notamment le droit à l'avortement, la liberté de disposer librement de son corps, la prostitution que nous voulons pénaliser au niveau européen. Sur cette partie-là, nous avons perdu. Il faut effectivement pénaliser la prostitution et surtout aider financièrement les femmes qui sont victimes de la prostitution de revenir, entre guillemets, dans une vie normale, mais pour ça, il faut des moyens financiers. Et la France peut et doit se doter de ces moyens-là, parce qu'effectivement, ce système de la pénalisation de la prostitution en France existe, mais il n'y a pas de moyens. Là aussi, nous poursuivons le combat pour qu'il y ait des moyens financiers au niveau européen et aider ces femmes à sortir dignement de la prostitution et surtout leur garantir un avenir ailleurs. Autre question. David, pour toi Guillaume, comment va fonctionner la votation citoyenne et a-t-on des retours des autres mouvements de gauche et écologistes? Il y a Emma aussi qui dit, Edouard Martin, que pensez-vous des fusions Siemens-Alstom, hein, tu n'oublieras pas? Ah pardon, oui, pardon. Pardon, mais je la fais maintenant. Pardon Emma, je voulais absolument pas ne pas te répondre. Oui, effectivement, que pensez-vous de la fusion Siemens-Alstom? Alors, sur la fusion en elle-même, je trouvais au départ que c'était la plus mauvaise des solutions entre Siemens et Alstom. Parce qu'effectivement, c'est plutôt Siemens qui absorbe Alstom. Donc, tous les choix, les décisions stratégiques se seraient prises en Allemagne au détriment de la France. Siemens Alstom, il y a trop de redondance, donc un impact assez négatif sur le niveau d'emploi. D'ailleurs, les organisations syndicales le soulignent. On parlait de 4000 suppressions d'emplois rien que sur Alstom, donc ça aurait été dramatique. Donc, j'ai presque envie de dire, c'est plutôt une bonne chose que cette fusion-là ne se fasse pas. Néanmoins, je ne suis pas d'accord avec l'analyse que fait la Commission européenne à travers sa commissaire, Madame Vestager, qui dit qu'à partir du moment où une fusion d'entreprises atteint le niveau de 28% de part de marché européen, elle est en situation de monopole et en position dominante, et donc les lois de la concurrence européenne interdisent ce genre de fusion. Mais parce que ça serait bon pour la concurrence. Il faut plus de concurrence. L'argument de Madame Vestager tiendrait la route si l'économie européenne était une économie fermée. Or, c'est pas du tout le cas, c'est même tout le contraire. Un client qui ne se satisferait pas des prix annoncés par Siemens et Alstom, par exemple, a tout loisir d'aller acheter du produit canadien, des produits chinois ou tout autre. Donc, c'est un marché qui est complètement ouvert. Et ce qui est quand même dramatique dans l'interdiction d'aider et de favoriser la naissance de champions européens, sous prétexte d'être en position dominante, c'est par exemple sur le ferroviaire, le fameux mastodonte chinois qui s'appelle CR2C. Aujourd'hui, il possède plus de 50% de part de marché mondial. Donc, il serait peut-être bon que Madame Vestager et la Commission mettent le nez à la concurrence mondiale, parce qu'aujourd'hui, la concurrence n'est pas que européenne, elle est surtout mondiale. Et si on veut faire face à ces géants, que sont les Chinois, que sont d'autres partenaires industriels, il faut aussi revoir les règles de la concurrence et surtout avoir une nouvelle analyse de ce qu'est le marché géographique pertinent. Aujourd'hui, le marché géographique pertinent, ça n'est plus l'Europe, c'est le monde, et il faut aussi profiter pour revoir
les règles de l'OMC qui disent que le multilatéralisme, c'est bon pour la concurrence, et la règle d'or des règles de l'OMC, c'est effectivement le prix. Et vous savez très bien que nous ne pourrons jamais concurrencer des pays où les niveaux de salaire sont à 2 $ par jour, où il y a des aides publiques à coût de centaines de milliards de dollars, c'est le cas de la Chine, des règles qui nous sont interdites ici en Europe. Donc, on devrait mieux défendre, mieux protéger nos secteurs industriels. Et donc là, je n'ai pas oublié, c'est bien pour toi, Guillaume, la prochaine question de David. Donc, comment va fonctionner la votation citoyenne, et a-t-on des retours des autres mouvements de gauche et écologistes? Oui, vous voyez bien que les questions qui sont les questions européennes sont absolument centrales aujourd'hui pour tout simplement servir nos concitoyens pour plus de justice, plus d'écologie, pour donner un avenir à nos salariés, à notre avenir industriel. Mais on voit bien que c'est bien au niveau européen aujourd'hui que les décisions essentielles sont prises, on ne va pas se mentir. Et donc, c'est pour ça qu'on a construit le printemps européen. Le printemps européen, c'était l'idée de dire, et c'est l'idée de dire que nous pouvons aujourd'hui faire émerger de nouveaux mouvements citoyens de gauche, écologistes, démocratiques, dans tous les pays de l'Union, et qui s'accordent justement pour dire que les vieilles distinctions entre écologistes et gauche, entre, je sais pas moi, gauche radicale et gauche réformiste, tout ça n'a plus aucun sens aujourd'hui, et qu'il faut fonder une nouvelle gauche, je dirais une gauche écologique. Et c'est le programme du printemps européen, c'est exactement ça, ce qui notamment s'inscrit dans l'idée du New Deal européen. Alors évidemment, on pourrait rester là-dessus, comme d'autres partis, dire voilà, on a notre pureté et on reste avec cette pureté-là, nous avons raison, nous allons vous l'imposer. Et il est tout à fait possible qu'à la fin des discussions que nous avons là, on verra le 22, puisqu'on a demandé aux différents mouvements et partis de nous répondre jusqu'au 22, si, je veux dire, tout le monde est enfermé dans sa chapelle, que nous fassions notre propre proposition politique et que voilà, nous avancions seuls, mais solides, clairs, pour défendre les propositions du printemps européen. Néanmoins, on pense qu'il est important de répondre aussi à une question fondamentale qui est la question de l'efficacité de la gauche et des écologistes, et donc de dire que si nous croyons que sur l'essentiel nous pouvons nous entendre, alors il faut que nous nous rassemblions. Simplement, on a constaté une chose, c'est que la France, l'Europe, vivent une crise profonde, qui est la crise démocratique. Aujourd'hui, les citoyens se sentent dépossédés de beaucoup de pouvoir. On voit la crise multiforme, notamment des gilets jaunes en France. L'idée que, voilà, laisser simplement à des partis politiques, à des appareils politiques, le soin de choisir pour nous tous, c'est plus que demandent les gens. Et il faut une articulation entre ce qu'est la société civile, les citoyens, et aussi les partis. D'ailleurs, on l'a vu, parce que l'union, c'est bien beau, mais enfin, quand les partis en parlent entre eux, on a beaucoup de difficultés. Nous, on a vécu génération avec les divers partenaires, entre guillemets, que nous sommes allés voir pour discuter. On a vu qu'à chaque fois, c'était des petites histoires de classe, de machin, de trucs, qui faisaient que les choses étaient difficiles. Ou alors qu'on nous proposait, pour certains, une union qui était la suivante. On est unis pendant les élections et après on fait ce qu'on veut au Parlement européen. Et alors ça, autant vous dire que ça s'appelle du mensonge caractérisé envers l'électeur, c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, je ne nierai pas sur une liste, ni Isabelle ni Édouard, qui est, en gros, on fait semblant d'être d'accord et puis après, chacun fait ce qu'il veut, chacun chez soi. C'est pas possible de pouvoir présenter ça. Donc on a réfléchi et on a eu un grand débat dans le collectif national de génération qui a duré, qui a été très intéressant et qui a amené à l'idée, en fait, il faut relier les deux. Il faut relier la crise de la citoyenneté, la demande d'implication citoyenne et en même temps la question du rassemblement des écologistes et de la gauche. Et donc, cette proposition, c'est quoi? C'est de dire que c'est aux citoyens aujourd'hui de construire d'une certaine manière cette gauche écologique européenne que l'on souhaite. De quelle manière? D'abord, on invite très large tous ceux qui aujourd'hui se reconnaissent dans un certain nombre de valeurs essentielles pour dire la chose suivante. Présentez votre liste, présentez votre programme, présentez vos orientations. Et les citoyens auront à choisir, mais pas
comme dans les primaires telles qu'on les a connues. Parce que les primaires telles qu'on les a connues, c'est comme la Ve République, c'est un bloc contre un autre, on élimine, généralement on vote plus contre qu'on vote pour, hein, vous vous souvenez. Et donc là, on propose un système qui est très original, mais qui existe, hein, qui est travaillé par plein de gens. Hein. Il a été appliqué en Australie, il y a plein de mouvements citoyens qui bossent là-dessus. Il avait été évoqué pour la grande primaire de la gauche en 2017 à un moment, c'est un vote préférentiel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, on n'exclut pas. On peut être un citoyen qui à la fois est intéressé par l'écologie et qu'en même temps aime bien Benoît Hamon et en même temps trouve que le Parti communiste sur les questions sociales ne dit pas que des bêtises et donc a pas envie de choisir comme ça, d'éliminer une des listes. Et donc comment faire? Eh bien c'est un vote préférentiel, on choisit 3 listes et on classe. La première liste, celle qu'on préfère. La deuxième liste, qu'on trouve aussi intéressante. Et la troisième liste qu'on a conservée. Ça fait des points pour chaque liste. À la fin, on regarde qui a eu le plus de points. C'est ceux qui vont, diriger, entre guillemets, la liste, en tout cas en être des incarnations. Et puis pour le reste, on fait la liste à la proportionnelle. Mais évidemment, pour cela, eh bien, il faudra tenir compte pour le programme des votes qui ont eu lieu. C'est-à-dire que si telle liste est arrivée avant telle autre, ça veut dire quelque chose. Mais si telle liste est arrivée derrière une autre, mais avec un très fort score, ça veut dire qu'il faut bien tenir compte aussi de ce qu'elle a dit. Et on construit comme ça, eh bien, des orientations qui peuvent être des orientations communes. Alors, on n'a pas tout ficelé, hein, évidemment, parce que si on avait tout ficelé, on aurait dit, ouais, Génération fait sa proposition en imposant aux autres. Bon. Et si on ficelle pas tout, on dit, ouais, c'est pas clair sur certains sujets. Discutons-en. Discutons-en. Et donc, nous, ce qu'on attend, bien, c'est les contre-propositions aujourd'hui des différents autres mouvements. On me demande, a-t-on des retours des autres mouvements de gauche et écologistes? Je vais vous dire. On me demande aussi si les délais ne sont pas trop courts pour une votation citoyenne. Alors, je vais vous dire. Et on essaie de faire court. Ouais, je suis désolé, mais le problème, c'est que les gens sont très intéressés. Mais la question est large, c'est vrai. Je suis désolé, Edouard. Mais il faut bien expliquer la logique de ce qu'on fait. C'est que le problème est le suivant. C'est qu'on s'attendait parfaitement à ce que les leaders de partis disent tout de suite non. Puisque tout le monde est dans sa petite chapelle, que Yannick Jadot dise non, que machin dise non, que Bidule fasse semblant de dire oui, mais en fait dit ouais non en fait le système ne convient pas, mais j'ai rien d'autre à proposer. Tout ça on s'y attendait. Le vrai sujet c'est les citoyens. C'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capables, nous sommes capables ensemble de développer un mouvement qui est suffisant pour les obliger tout simplement à dire oui c'est comme ça qu'il faut faire et les citoyens ont leur mot à dire, pas simplement les appareils politiques. Alors je termine sur la question des délais. Oui, c'est totalement faisable dans les délais. On a dit que la votation citoyenne devait se situer entre le 7 et le 14 avril. Ça veut dire qu'il y a encore 1 mois et demi de campagne. Les européennes, vous savez, c'est pas une présidentielle. Les gens s'y intéressent le dernier mois, voire la dernière semaine, voire jours. Donc, on a largement le temps, je vais dire, de faire une campagne qui soit une campagne offensive. Après, Guillaume, d'ajouter que, y compris la votation citoyenne, sera aussi l'occasion de parler des questions européennes sur lesquelles aujourd'hui, personne ne parle. Donc, c'est en plus presque anticiper la campagne par rapport à ce qui est prévu. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et puisque Guillaume est toujours chaud dans la même lancée, mais en essayant de faire un peu plus court, mais je sais que les questions sont tellement larges que c'est compliqué d'y répondre en quelques mots. Toujours de la suite de cette première question, Yann, est-ce que vous travaillez avec les Verts, la France Insoumise et les socialistes au niveau européen, ou êtes-vous divisés? Et pouvez-vous citer des exemples de combat commun? Nous, à Génération, on a une règle. C'est d'abord travailler avec la gauche et les écologistes. C'est toujours ce qu'on fait. Sur tous les projets, toutes les choses, on essaie d'abord d'avoir un accord avec les gauches et les écologistes. Donc, évidemment, avec les socialistes, avec la FI, ou les Verts, enfin bien d'autres, parce que ça, on parle que de la France. Il faut parler de tous les autres partenaires européens qui sont parfois nettement plus impliqués dans le débat européen. Et bon, qui disent peut-être des choses aussi très intéressantes. Voilà. Donc, est-ce qu'on travaille avec les Verts? Oui, sur des tas de projets. Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec Michel Rivasi sur plein de questions, notamment par exemple le glyphosate et l'étude qu'on a financée sur le glyphosate. On travaille très bien avec le Parti communiste français sur bien des sujets. Avec Younous Omarji, tu as très bien travaillé sur la question par exemple de la pêche électrique. Avec Yannick Jadot sur la méthode base. Voilà. Donc bien sûr qu'on travaille ensemble et c'est pour ça qu'on trouve absurde d'ailleurs que nous ne puissions pas participer, j'allais dire, à un processus citoyen qui nous permettrait de nous rassembler. C'est là où on trouve qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais ça, c'est vous qui décidez. Mais justement, pour parler de la manière dont on travaille, il y a un exemple récent, puisqu'il date de la semaine dernière et qui sera voté demain.
c'est le débat sur les armes, enfin flashball et grenades lacrymogènes. Et justement, c'est l'enchaînement parfait, si je puis dire. Donc Isabelle répond à la question qui n'a même pas encore été posée. Si, c'est la question. Elle est forte, Isabelle. C'est la question, d'accord, c'est la question de Clara qui dit, on a entendu Yannick Jadot, Marc-Philippe Verja et les socialistes demander l'interdiction des LBD au niveau du Parlement européen. Avez-vous réussi? Qui a réellement été à l'initiative? Bien justement, là pour le coup, c'est la délégation Génération qui a été à l'initiative avec une méthode un peu nouvelle, c'est-à-dire plutôt que de demander à un groupe de porter une résolution sur la question de ces armes qui portent atteinte non seulement à l'intégrité physique, mais par là même au droit de manifester. Nous avons interpellé les trois groupes de gauche écologiste, c'est-à-dire SED, GUE et écologie, enfin les Verts. Nous les avons interpellés avec le projet d'une résolution commune. Et cette résolution commune devrait être votée demain. Alors bon, après on verra ce que ça donnera dans les votes, mais en tout cas, on a fait cette démarche unitaire, si je puis dire, au niveau des trois groupes, non seulement pour pouvoir obtenir un résultat meilleur en matière d'efficacité, c'est-à-dire en nombre de votes, mais aussi parce que nous essayons à chaque fois que c'est possible de faire travailler ensemble les forces de gauche et écologistes du Parlement européen. Donc voilà, donc cette initiative, en fait, au départ, elle vient de nous. Elle a été portée d'abord par la GUE à la conférence des présidents suivie du SED. Et du coup, eh bien, sur une résolution commune, nous devrons voter demain. Alors bon, après, il y a quelques... C'est demain que ça se passe. C'est demain que ça se passe. Donc, et ça serait une avancée consistante. D'abord, après, on ne sait pas si l'interdiction sera votée. Ça, c'est une des questions qui est posée. En tout cas, nous, on la demande. En tout cas, nous, on la demande. Mais ce qui est sûr, c'est que même si l'interdiction n'est pas votée, dans la résolution, ce qui sera voté aussi, c'est la condamnation des États qui utilisent ces armes et dont la France se retrouve en mauvaise position, si je puis dire, puisqu'en fait, il y a 4 États, dont la France, la Hongrie, la Pologne et la Grèce, qui utilisent ces armes contre les manifestants. Donc, on ne peut pas dire que la France soit en bonne compagnie. Mais en plus de cela, il est clair que si la résolution a été portée et votée, c'est du fait de l'actualité française. Et il ne fait aucun doute que c'est le gouvernement et Emmanuel Macron qui sont ciblés en premier. Donc la suite au vote de demain. Mais en tous les cas, c'est bien nous qui avons porté l'idée et nous l'avons fait porter par l'ensemble des groupes de gauche écologistes. Quoi qu'il en soit, c'est un avertissement qui est envoyé contre l'utilisation de ces armes-là, qui effectivement font beaucoup de dégâts et beaucoup de mal à l'intégrité physique des personnes. Et pardon, petit message personnel pour Denise de Saint-Malo, dont j'ai vu la question. Bonjour Denise de Saint-Malo. Bonjour Denise. Et là, j'ai une question de Mehdi. Je ne sais pas si c'est mon fils, parce que ça me ferait drôle, parce que mon fils s'appelle Mehdi, qui me vous voit. Donc une question pour moi. Que contient l'accord Union européenne-Singapour, dénoncé par des associations comme l'Institut Veblen? Pouvez-vous expliquer le problème? Alors très brièvement, c'est un accord commercial entre l'Union européenne et Singapour. Singapour, ceux qui ne le savent pas, bien c'est connu comme étant une place d'un paradis fiscal, c'est aucune transparence, donc vous vous rendez compte, l'Union européenne avec les valeurs qui devraient être les nôtres, on va commercer avec un État qui effectivement est reconnu pour être un paradis fiscal, qui est reconnu pour ne respecter aucune règle de l'Organisation internationale du travail, qui ne respecte pas effectivement le droit des travailleurs, où il y a la peine de mort. Malheureusement, c'est pas le seul pays, puisque le Japon possède aussi la peine de mort, et sur le fameux ISDS, le tribunal d'arbitrage particulier pour ce genre pour trancher les litiges éventuellement qu'il pourrait y avoir, même si la Commission européenne dit qu'il a été amélioré, ce qui ne s'appelle plus l'ISDS, mais il s'appelle le système institutionnel des investissements, interjuridictionnel par exemple des investissements, mais c'est simplement la continuité pour les entreprises et la possibilité des entreprises de rester en justice contre des communes ou des collectivités locales qui viendraient à changer des règles commerciales qui mettraient en difficulté leur chiffre d'affaires. Donc ça c'est pas acceptable. Donc voilà, nous avons voté contre, évidemment contre, parce que là c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et je réponds en même temps à la question de Marie qui nous pose la question suivante: que pensez-vous de l'initiative Stop ISDS? Je viens de répondre. Il y a une pétition en ligne. Effectivement, nous sommes à plus de 450
150 000 signatures. Et Guillaume, Isabelle et moi-même, nous sommes signataires de cette pétition parce qu'effectivement, il est incompréhensible, et en tout cas pour nous, c'est inconcevable, qu'il puisse y avoir des tribunaux spécifiques, particuliers, avec des juges particuliers, spécifiques uniquement pour régler les différends entre les entreprises et les pays ou les collectivités avec qui ils commercent. Il existe des lois en Europe, il existe des tribunaux en France avec des juges d'excellente qualité qui connaissent le droit, qui connaissent y compris le droit du commerce. On ne voit pas pourquoi il y aurait un tribunal particulier, spécifique pour le monde des affaires. Donc nous sommes évidemment contre l'ISDS. Une question d'Amine pour Isabelle. Que propose... Non, t'as oublié le RUE. Exact, Sarah. Ah, pardon. Décidément, ce soir, je suis fatigué. Sarah, êtes-vous favorable à RUE, donc Revenu Universel Européen, donc, au niveau européen? Guillaume. Oui, alors j'en ai déjà parlé la dernière fois, pour essayer d'être rapide là-dessus. Il faut poser la question différemment. On voit bien que dans tous les pays européens aujourd'hui, indépendamment de la question de savoir si on fait une bonne politique économique et sociale, et donc si on réduit le chômage ou pas, le monde du travail est en train d'évoluer et qu'il y a des moments de rupture qui ne sont pas financés. La protection sociale sait peu le faire aujourd'hui, ou alors de manière insuffisante, sous forme d'assistance sociale, le RSA, etc., etc. Et donc, on voit bien que l'idée que l'Union européenne pourrait mettre une première pierre aujourd'hui à un nouveau pilier de la protection sociale, en fait, qui sont un pilier de la protection sociale inconditionnelle et qui permettent des transitions est important. J'ai rencontré récemment une entrepreneur qui a créé de l'alimentation pour les bébés, de la restauration, et elle me disait qu'est-ce que j'aimerais un revenu de base, je me paye pas là en ce moment, et ça me permettrait justement de pouvoir créer cette entreprise en toute tranquillité. Et là, je ne suis pas tranquille. Alors, il y a plusieurs moyens. D'abord, on peut penser que le revenu universel est presque plus facile parfois au niveau européen qu'au niveau national, parce qu'il y a des moyens financiers qui existent ou qui pourraient exister. Bon, alors il y a plein de sources de financement possibles. Comme Isabelle va pas être totalement d'accord avec ce que je vais dire sur certaines, parce que ce sont des pistes et qu'elles sont déjà attribuées sur d'autres, je pense. Je le sais parce qu'on a déjà discuté, c'est que il y en a plein, parce qu'il y a d'abord un nouveau budget européen qui serait financé par des ressources propres. Il y a la question du quantitative easing for people, c'est-à-dire de comment la politique monétaire aujourd'hui pourrait abonder cela. Et il y a une idée que nous portons dans le printemps européen à travers le dividende en fait universel européen, là-dessus tu es d'accord, c'est le fait que bien une part de la cotation en fait des entreprises, de la cotation financière et boursière des entreprises pourrait revenir aux citoyens, puisque si ces entreprises sont cotées, c'est qu'elles ont utilisé des infrastructures qui sont les nôtres, des moyens communs qui sont les nôtres, qui nous appartiennent, et un marché unique que nous avons construit. Ça, c'est une idée qui est extrêmement intéressante. De toute façon, nous aurons à en débattre, puisque à la fin de nos réunions régionales, nous aurons le programme français à établir, la transcription française du programme européen du printemps européen à établir. Et donc là, nous aurons ces débats, mais il y a quelque chose à dire sur le revenu universel européen. Évidemment, comment on intercale les questions, Édouard, là, qui nous arrivent Écoute, si tu as une question que tu... Il y en a peut-être une, là. Parce que moi, j'ai pas de questions. Voilà, on bien que tu avais y répondre. Non, mais l'important, parce que souvent on me la pose, et je pense qu'on vous la pose, c'est que répondre aux militants de la France insoumise sur la renégociation des traités. Alors là, on va le redire pour la 47e fois, mais je comprends que ce soit troublant. J'ai entendu Adrien Quatennens, donc député de la France insoumise, ce matin, dire oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est sortir des traités. Et je comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, est-ce que les députés de la France insoumise européens vont faire voter un texte pour sortir des traités? Mais sortir des traités, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sortent de l'Union européenne, qu'ils sortent de la zone euro, qu'ils n'obéissent plus aux traités en tant que députés européens, puisqu'ils ne sont pas au pouvoir en France. Tout ça est un très grand flou. En réalité, on voit bien, il y a un petit discours très simpliste sur le sujet, pour profiter de la colère des gens contre des politiques néolibérales dans l'Union européenne qui sont inadmissibles et un petit peu tout mélanger. Les traités, nous, aujourd'hui, on pense qu'il faut les changer. Et pour les
changer, eh bien, il faut à la fois lancer une convention, des conventions citoyennes, ça c'est extrêmement important, pour commencer à avoir des idées sur qu'est-ce qu'on ferait comme nouveau traité, et il faut aussi leur résister. Et nous, c'est pour ça qu'on vous a déjà dit la dernière fois, c'est ce concept, cette idée de guérilla parlementaire. Oui, il y a des choses sur lesquelles on n'obéira pas. On n'obéira pas parce qu'on les contestera vigoureusement. Et c'est ainsi qu'on arrivera à faire la pédagogie peu à peu, que ces traités ne sont pas les bons et qu'il faut les modifier. Mais il y a une question qui est très importante. Si on dit tant qu'on n'a pas changé les traités, on ne peut rien faire, alors là, c'est très simple, on vous ment. Ça s'appelle du pur mensonge. On peut faire des tas de choses à traités existants tout de même. Pourquoi? Parce que d'abord, parfois, ils sont pas respectés, y compris par les États membres les premiers. Hein. Il y a plein d'exemples. Et d'autre part, parce que les traités n'interdisent pas des tas de choses que nous pourrions faire. Et notamment le programme du printemps européen, et Isabelle vous confirmera ça mieux que moi, est tout à fait applicable, y compris avec les traités actuels. Alors, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas les changer, qu'il ne faut pas se battre pour les changer, mais on ne va pas attendre d'avoir changé les traités européens pour agir pour les gens. Parce que là, il y aura un petit problème. Merci Guillaume. Isabelle, est-ce que tu as une question particulière ou moi je te pose la mienne? Vas-y, mais j'en ai une autre qui va faire suite avec le financement de Maria. Alors, comment financer les propositions de printemps? Et qui va faire suite à celle qui va faire suite de Amine, qui demande que proposez-vous pour améliorer la gouvernance de la zone euro? Êtes-vous d'accord avec M. Piketty? Es-tu d'accord avec M. D'abord, je voudrais faire remarquer M. Guillaume Balas. Tout ce que tu as dit sur le financement, j'étais pour les accords. Ah bon, le seul truc, c'est que... C'est rassurant de savoir que nous sommes d'accord entre nous. C'est bien le débat. Sauf sur la manière d'utiliser le quantitative easing, mais bon, je vais y revenir. Sur d'abord la question de Amine concernant les propositions de Thomas Piketty, bon, d'abord, il faut savoir que après, et c'est vrai, nous n'avons pas signé le texte qu'il nous avait soumis, et je vais expliquer pourquoi, mais si vous voulez plus d'informations, parce que là, je vais devoir être très brève, j'ai fait une tribune dans le Huffington qui explique pourquoi nous avons des désaccords. Non, c'est pas le Huffington, je ne sais pas. Dans Mediapart, pardon, excusez-moi. Dans Mediapart, pour expliquer pourquoi nous avions quelques nuances avec les propositions de Thomas Piketty. D'abord, sur le fait que, comme vous le savez, nous sommes dans un marché unique. Et donc, dans un marché unique, si on a une zone avec un fort taux d'imposition, avec, par exemple, la taxation des transactions financières ou autre, et qu'ailleurs, ça n'est pas le cas, il y a un risque pour accentuer, aggraver le dumping dans un marché unique. Et donc finalement, les plus vertueux risquent de se retrouver les plus en difficulté. C'est la raison pour laquelle il faut essayer, je ne dis pas que ça ne peut pas être un plan B, comme dirait l'autre, mais il faut essayer que ce soit la taxation sur les transactions financières ou que ce soit sur la taxation des multinationales, ça se fasse sur l'ensemble de l'Union européenne. Or, nous pensons que c'est possible. Je vais y revenir. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point était un peu plus important, le désaccord avec Thomas Piketty. Il disait en fait que les contributions des États membres au budget de l'Union européenne et le retour sur investissement, entre guillemets, ne devaient pas excéder 0,1% de la richesse produite. Bon. Dit comme ça fait très techno. En réalité, ça veut dire qu'on restreint la redistribution au niveau de l'Union européenne. Or, restreindre la redistribution au niveau de l'Union européenne, entre les régions, les pays, etc., ça veut dire qu'on ne permet pas le rattrapage en matière d'infrastructure, en matière de droits sociaux, en matière de fiscalité. On ne permet pas le rattrapage sur les pays qui sont effectivement moins avancés sur le plan des droits sociaux, moins avancés sur la fiscalité, moins avancés sur les infrastructures. Donc ce 0,1 que Thomas Piketty propose comme limite à la contribution des États, on ne le comprend pas, d'autant plus que si je prends l'Allemagne, par exemple, qui a un budget extrêmement excédentaire, elle pourrait bien sûr participer d'autant plus au budget de l'Union européenne. On a calculé, si la proposition de Thomas Piketty était en œuvre, l'Allemagne ne contribuerait que pour 3 milliards d'euros, ce qui est totalement ridicule pour son budget de 400 milliards d'euros. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc on a des nuances, on a des points d'accord aussi, nombreux, des points d'accord par exemple sur la taxation des transactions financières, sur la taxation des multinationales, sur le fait qu'il faut une gouvernance économique démocratique, c'est aussi ça le sujet. Donc voilà, donc on a des points d'accord, on a des points de désaccord, on a ouvert les débats, c'était le sens de ma tribune à Mediapart,
Et on attend d'ailleurs la réponse de Thomas. On espère l'avoir. Appelez-vous, vous ne pouvez pas vous appeler. Je voyais un mail, mais bon, voilà. Et donc, j'en profite pour répondre à Maria qui demande comment financer les propositions du printemps européen. Alors, sachez que on a fait une fiche spéciale financement dans le programme avec justement plein de propositions. Il y a le quantitative easing dont parlait Guillaume. Alors ça, c'est quoi? C'est un gros mot pour dire qu'en fait, on fait de la création monétaire et que cette création monétaire, pas plus que ce qui se faisait d'ailleurs après la crise. Après la crise, la Banque centrale européenne a fait de la création de monnaie, mais qui a servi à qui? Finalement, uniquement aux banques, point final. Alors que là, notre idée, c'est d'utiliser cette création monétaire pour mettre le paquet, 500 milliards par an, dans la transition écologique et dans la lutte contre le réchauffement climatique et changer nos modèles de production et de consommation. On a aussi un autre projet pour le budget de l'Union européenne qui est la taxation des multinationales, la fiscalité des multinationales, car en fait les multinationales évitent l'impôt, y compris de manière légale. Alors elles le font et de manière illégale, souvent avec l'évasion fiscale, mais y compris de manière légale avec ce fameux, ce symbole de Apple qui, pour tous les bénéfices qu'il fait dans le marché de l'Union européenne, ne paye que 0,005% d'impôt sur les sociétés. Donc si on met une base fiscale commune, ce qui a déjà été voté par le Parlement européen d'ailleurs à plusieurs reprises, et un taux fiscal commun pour les multinationales, alors on empêche l'évitement fiscal qui est celui des multinationales. Donc, il y a aussi effectivement le fameux, comment ça s'appelle, sur le dividende sur le dividende universel, comme l'a dit Guillaume, je ne vais pas y revenir, c'est-à-dire effectivement, on prend une part au moment d'une société est cotée en bourse, on prend une part pour les citoyens. Et il y a bien sûr la taxation des transactions financières, mais celle-ci est plus connue. Donc vous voyez, ce n'est pas les idées qui manquent en matière de financement. Pour l'instant, c'est plutôt le blocage d'ailleurs des États que celui du Parlement, puisque le Parlement a voté la taxation des transactions financières, le Parlement a voté la taxation des multinationales, même s'il n'a pas voté les taux, il a voté la base. Donc il y a déjà eu des votes positifs. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est effectivement la règle de l'unanimité sur les questions fiscales. Et là, on retombe, mais j'y reviendrai pas puisque Guillaume en a parlé, sur la question des traités et certains aspects des traités qu'il faut impérativement changer. Mais écoute, on ne change pas une équipe qui gagne et une personne qui répond aussi précisément aux questions. Toujours pour toi, Isabelle. C'est ça que tu veux dire? Non, je regarde la suite. Regarde, Seb, pourquoi rester dans l'Union européenne et peut-on vraiment la changer? C'est pour obtenir tout ça, comment on fait? Comment on change l'Union européenne? C'est à la fois, d'abord, pourquoi rester dans l'Union? C'est la première question la plus importante peut-être, dans la mesure où nous pensons collectivement que la mondialisation, la globalisation de l'économie d'une part, et la constitution d'États-continents d'autre part, ne permet pas de rester à un niveau politique réduit aux États-nations tels qu'ils ont évolué depuis quelques siècles. Et ça ne signifie pas évidemment de rayer un trait de plume des États-nations, il s'agit juste de dire pour être efficace, notamment face à la finance mondiale, face aux multinationales, il faut en quelque sorte se regrouper pour être plus puissant et pour être plus fort. Et donc, nous sommes convaincus que nous ne pourrons pas résister à la pression, par exemple, des multinationales sur la pollution, si on veut résister à ce niveau-là. On ne pourra pas non plus être suffisamment puissant si on veut imposer des règles sociales bénéfiques pour les travailleurs à un niveau purement national. C'est la raison pour laquelle l'Europe peut être un cadre plus puissant, plus fort, parce que nous sommes plus nombreux. Et que elles, les multinationales, elles se sont regroupées de manière de plus en plus puissante. Et le meilleur exemple étant récent, celui de Bayer Monsanto, qui est aujourd'hui comme une espèce d'État dans la globalisation, dans la mondialisation, plus puissant que la plupart des États membres de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il faut se regrouper et c'est pour ça que nous sommes européens aussi.
Peut-on vraiment la changer? Il n'y a pas de raison. Je veux dire, À travers le vote. Pas seulement à travers le vote, mais par la bataille ça. politique, ça commence par ça. Tu as raison, Edouard, de le dire, ça commence par le vote, mais c'est aussi par la mobilisation citoyenne. C'est pour ça que c'est aussi important, on le voit bien, quand on a une mobilisation citoyenne puissante, on arrive à obtenir des résultats forts. Et justement, si je puis me permettre, puisqu'on m'a posé des questions sur la pêche. Et après, on va détendre l'atmosphère. Bon. Puisqu'on m'a posé des questions sur la pêche, alors là, j'avoue, alors c'est des questions d'Isabelle. Quels arguments donnez-vous quand on vous ressort vos votes nominatifs sur la pêche électrique? Alors là, je suis estomaquée. Parce que la pêche électrique, c'est nous qui l'avons portée. Enfin, l'interdiction, je précise, de la pêche électrique, c'est nous qui l'avons portée une première fois, avec, là aussi, les Verts et la Gouée. Les ONG qui nous ont aidés. Les ONG qui nous ont aidés, les pêcheurs qui nous ont aidés. Bref, mobilisation citoyenne, unité de la gauche au Parlement européen, et nous avons gagné le vote de l'interdiction. Mais quand je dis que c'est en partie grâce à nous, c'est quand même nous qui apportons 131 voix, donc c'est pas négligeable. Sans les 131 voix, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Donc, et nous avons assumé jusqu'au bout. Et nous assumons toujours, puisque aujourd'hui, d'ailleurs j'étais avec les pêcheurs et avec les ONG cet après-midi, parce qu'en ce moment même se tient le trilogue, c'est-à-dire la négociation entre les gouvernements, c'est-à-dire le Conseil et le Parlement européen sur la pêche électrique, et je peux vous dire que ça chauffe dur. Hein. Ça chauffe dur parce que même le commissaire Vella, qui ne vient jamais, que je n'ai jamais vu en trilogue, est présent. Pourquoi? Pour défendre le droit à la pêche électrique, comme par hasard. Je dis comme par hasard parce que je pense que M. Timmermans, commissaire néerlandais, a mis tout son poids au collège des commissaires mardi pour que la procédure d'infraction contre les Pays-Bas ne soit pas mise en œuvre et soit stoppée. Donc, clairement, il y a une bataille qui est devenue hyper politique sur la pêche électrique, et je peux vous dire que nous sommes au charbon à tout moment pour la contrer. Donc là-dessus, et vous pouvez, et si besoin de contrôler nos votes nominatifs, parce que c'est la question d'Isabelle, pas de problème. Le Parlement, de ce point de vue, est totalement transparent. Tous les votes sont consignés, vous pouvez les retrouver et vous verrez que vos serviteurs votent bien, notamment sur la pêche électrique. Mais en tout cas, la bataille n'est pas terminée et l'affaire Timmermans non plus. Bien, après ces moments de tension électrique, on va essayer de détendre un peu l'atmosphère, on va regagner en zénitude, et là, Guillaume va calmer tout le monde. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a une superbe question pour lui de la part de Julia. T'es un filou, Guillaume. Hein. J'ai entendu Monsieur Ballas, dit Julia, parler de légalisation de cannabis. On a voté ça. Tu vas rouler un pétard là maintenant. Cela va-t-il être autorisé en Europe? Guillaume, est-ce qu'on va pouvoir fumer des pétards librement partout en Europe? Eh bien, c'est que je suis aidé par Edouard. Hein. Là, tout ce que je peux dire va être très sérieux. Non, en fait, bon, on parle de choses complètement différentes. Il y a la légalisation du cannabis en général, c'est-à-dire le monopole d'État sur la vente de cannabis, qui était soutenu par Benoît Hamon pendant l'élection présidentielle. Je soutiens cette position absolument. Je pense qu'il faut casser les trafics. Tous les pays qui l'ont mis en œuvre voient le nombre, notamment d'usagers, qui diminue, et surtout qui, quand ils utilisent le produit, eh bien, c'est un produit beaucoup plus sûr. Mais c'est pas de ça dont on parle. Ce qu'on a voté cet après-midi, c'est tout autre chose. Dans le cannabis, il y a deux molécules, il y a le THC et le CBD. Et le CBD, c'est une molécule en fait qui apaise les douleurs. Elle n'est pas psychotrope, elle n'est pas dangereuse, et elle est utilisée aujourd'hui pour faire en sorte que des patients qui ont des pathologies lourdes, qui peuvent être des cancers ou des maladies neurologiques, puissent, et c'est assez incroyable d'ailleurs, avoir une vie qui est une vie beaucoup plus tranquille, une vie avec beaucoup moins de douleur. Et il y a un combat qui se mène dans toute l'Europe aujourd'hui. Il y a une vingtaine aujourd'hui d'États qui ont plus ou moins autorisé le CBD. La France pas encore, mais il y a un combat très rude qui est en train d'être fait, les choses évoluent. Et on a voulu aider au niveau européen pour poser un cadre et pour dire, oui, le cannabis CBD, c'est quelque chose qui peut aujourd'hui aider, être thérapeutique. Ça a été voté tout à l'heure et j'en suis très heureux. Je n'ai pas compris pourquoi les Verts s'y étaient opposés, mais bon,
ça, on verra bien. Il y a une chose simplement, c'est une bataille qu'on n'a pas encore gagnée, c'est qu'on voit bien que c'est la forme médicamenteuse aujourd'hui qui est promue, notamment par les grands labos pharmaceutiques. Alors c'est toujours mieux que rien, mais il serait bien qu'on ouvre un peu le jeu et que certaines formes dites douces, j'en pense aux pommades, tisanes, etc., puissent être aussi autorisées à partir du moment où c'est prescrit par le médecin. Ça, j'y tiens beaucoup. Hein, c'est une prescription médicale. Hein, ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut sur le CBD. Autrement, il y a des trafics qui se mettront en place. On ne saura même pas si c'est du CBD ou pas. Voilà, c'est une question importante parce qu'il y a beaucoup de patients aujourd'hui pour qui le cannabis, le CBD est la seule façon d'avoir nettement moins de douleur, de reprendre une vie quasi normale. Donc c'est vrai que ça fait sourire, mais en fait derrière cela, eh bien il y a une question de société très importante et je suis très fier que le Parlement, sur ma proposition, on était 5 députés ou 6, je sais plus, eh bien ait voté en faveur de la légalisation du cannabis médicinal. Non, mais évidemment, si en plus ça peut détendre l'atmosphère, pourquoi s'en priver? Absolument. Peut-être, Isabelle, je suis désolé, encore une fois pour toi, les pêcheurs. Et peut-être que là, effectivement, on aurait besoin de leur filer quelques pétards. Michel, qui nous pose la question suivante. Quel avenir pour les relations entre les pêcheurs anglais et les pêcheurs français après le Brexit? Grave question. Ouais, c'est une grave question, d'autant plus que l'horizon ne se dégage pas. Pas vraiment. Pas vraiment. L'horizon est plutôt sombre puisque d'abord il y a eu une erreur à mon avis de Barnier. Barnier, c'est celui qui est censé négocier pour l'Union européenne avec Theresa May au Royaume-Uni. Or, c'est pas une erreur de sa part en réalité. C'est à mon avis son orientation politique, la même d'ailleurs que Macron, à savoir ce qui compte, c'est le marché. Tout le marché, rien que le marché. Et donc, la négociation, enfin le fameux accord dont vous avez entendu qu'il avait été rejeté par la Chambre des communes, hein, le Parlement britannique, eh bien cet accord, en réalité, c'était un accord un peu comparable aux accords de libre-échange du type TAFTA, CETA, GEFTA, etc., qu'à le dire, c'est un accord de libre-échange. C'est-à-dire, en gros, les marchandises rentrent, sortent comme elles veulent, mais par contre, les règles sont négociées une par une et les règles sanitaires, les règles environnementales, les règles sociales, etc. Et donc, cet accord de libre-échange, finalement, aurait permis aux marchandises britanniques de venir sur le territoire européen sans pour autant que les règles du jeu, notamment les règles de la politique commune des pêches, par exemple, puisque quelqu'un parlait tout à l'heure, je crois que c'est Isabelle, de pêche électrique, sans que la pêche électrique ne soit interdite au Royaume-Uni alors qu'elle le serait dans l'Union européenne. Donc ça pose un grave problème de concurrence, d'une part, mais aussi de préservation de la ressource. Donc c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que M. Barnier, donc le négociateur, a finalement reculé la négociation sur la pêche sine die, en pensant que le plus important, comme je le disais, c'était le marché. Or, la pêche, il y a plusieurs problèmes. Il y a ce que je disais sur les règles du jeu communes, mais il y a aussi l'accès aux eaux. Parce que, en fait, les poissons, eux, ils ne savent pas s'ils sont anglais, ou belges, ou néerlandais, ou suédois, ou français. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent, c'est le cas de le dire. C'est pas un jeu de mots. Elle est belle. Et donc, en fait, ce sont les mêmes stocks que nous pêchons. C'est pourquoi la question de l'accès aux eaux est tout à fait légitime. Accès aux eaux réciproques, à partir du moment où tout le monde respecte les quotas, le fameux rendement maximum durable, c'est-à-dire la protection de la ressource telle qu'elle est mise en œuvre par la politique commune des pêches, notamment. Donc oui, c'est un grave sujet parce que si, d'une part, les pêcheurs, pas seulement français, hein, mais néerlandais, pour le coup, allemands, belges, etc., ne peuvent pas accéder aux eaux britanniques, alors il va y avoir de la casse sur les ports, c'est le cas de le dire, il va y avoir un problème pour les pêcheurs européens. Deuxièmement, parce que on entre dans une phase de concurrence déloyale de la part des Britanniques s'ils peuvent accéder au marché. Et troisièmement, eh bien, on aura un problème de protection de la ressource si les règles de la politique commune des pêches ne sont pas communes entre nous. Donc c'est un grave problème. Et je pense que M. Barnier, s'il doit y avoir un accord, ferait bien de commencer
non pas de finir, mais de commencer par la question de la pêche, parce que justement, la question de la pêche, elle pose la question des règles communes, elle pose la question des règles environnementales, et donc elle met le là sur les conditions d'accès au marché. Merci Isabelle. Guillaume, je crois que... Ouais, bah écoute, fais ça comme tu veux. Écoute, bah, sinon je finis, après tu auras l'honneur de clore ce débat pour ce soir. Une question de maths. J'avais une autre là. Bah, tu veux pas finir toi? Non. Ah oui, moi je veux bien, c'est sûr. Bah, Isabelle finira. Voilà. Donc, elle a commencé dans la... c'est bien. Mathieu, que pensez-vous de l'idée de Macron d'organiser un référendum national le même jour que les élections européennes? Mais monsieur Macron, vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Alors, on vous voit plus aux soirées? Non, plus sérieusement. Mais franchement, il y en a certains qui veulent faire effectivement des élections européennes un référendum anti-Macron. Et que propose le président de la République? C'est de leur offrir cette opportunité-là sur un plateau en or. Mais ça va là? Il faut vous entourer de conseillers un peu plus raisonnables que ça. Parce qu'effectivement, là, le risque, c'est qu'on fasse de cette élection européenne un référendum anti-président de la République française. Or, c'est pas ce que nous souhaitons. Et je pense que même pas lui souhaite ça. La question du 26 mai qui sera posée aux citoyens européens, c'est dites-nous à travers votre vote l'Europe que vous voulez. On va pas faire un référendum présenté par le président de la République. Là, on explose tout. On explose tous les compteurs. Donc, il faut raison garder et il faut effectivement que M. Benalla sorte du circuit de Macron. Je ne sais pas si c'est lui qui le conseille ou pas, mais c'est une très très mauvaise idée. C'est suicidaire, quoi. C'est mortifère. Franchement, si on veut tuer le principe des élections européennes, ben il n'y a qu'à faire ça. Donc, très mauvaise idée. À revoir, M. Macron. 0/20. Vous devez revoir votre copie. J'ai quelques questions sur la votation et les questions politiques. Alors, sur la votation, on dit des socialistes, c'est Jacques, les socialistes adhérents au PSE votent avec les libéraux, nous pas comment faire la liste commune avec eux. Mais la question qui se pose à travers la votation, c'est pas les socialistes, hein, c'est les socialistes comme membres de la gauche et des écologistes. Nous, on pose la question à la France Insoumise, on pose la question aux écologistes, et ben, ils présenteront leur liste et leurs propositions. Et nous avons un désaccord très important avec les socialistes. Ce désaccord, c'est le suivant. C'est que eux disent, on se fiche totalement de l'après-élection, savoir où les députés vont siéger, dans quel groupe, quel type de programme ils vont mettre en œuvre. Tout ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est d'abord se faire élire. Olivier Faure l'a dit quasiment publiquement, hein, puisqu'il a dit, avant de savoir pour qui il faut voter comme président de la commission, il faut d'abord se faire élire. Ben nous, on pense l'inverse. On pense qu'il faut d'abord dire pour qui on va voter comme président de la commission avant de se faire élire. Et que c'est ça le respect du citoyen. Et donc, ce qu'on dit aux socialistes, bah, si c'est ça votre stratégie, si c'est ça vos propositions, venez dans la votation et présentez-le aux citoyens. Et dites aux citoyens, clairement, on pense que c'est pas important les groupes dans lesquels on siège, on pense que c'est pas important le président de la commission qu'on soutient ou qu'on ne soutient pas, et puis eh ben, les citoyens seront juges de savoir si c'est important ou si ça n'est pas important. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux que la démocratie pour trancher ces sujets-là. On a des convergences au sein de la gauche et des écologistes. On dit tous qu'il faut un grand programme d'investissement, rompre avec l'austérité, etc., etc. Mais on voit bien qu'il y a des différences sur les moyens à mettre en œuvre. Nous, on pense aujourd'hui qu'il faut créer un nouveau groupe démocratique, écologique et social. Et que si jamais on n'y arrive pas, parce qu'on n'est pas assez nombreux, je ne sais pas, je pense qu'on peut l'être, assez nombreux, et ben qu'au moins, tous ceux qui sont élus sur la même liste décident d'aller dans le même groupe. Évidemment, ça paraît très logique, puisque nous avons défendu la même chose. Il y a des gens qui sont en désaccord avec ça, et ben nous, on est prêts à prendre le risque démocratique. On dit aux citoyens, à travers une votation, de décider, justement, quelle orientation ils veulent pour la gauche et les écologistes. C'est la meilleure chose, retourner aux citoyens toujours. Alors, il y a aussi Stéphanie qui dit... voilà, le secrétaire général du Parti communiste ce matin a dit avec Hamon, nous pouvons construire une liste commune, nous discutions jusqu'à sa proposition de votation. Alors, je vous rassure, on va continuer à discuter avec le Parti communiste, qui a été un petit peu surpris par notre proposition. Et ben, qu'il soit surpris, c'est une très bonne chose. Et nous disons au Parti communiste français, vous avez des propositions, vous avez des personnalités à faire valoir, construisez justement ce rassemblement de la gauche et des écologistes, parce que le Parti communiste tout seul, c'est évidemment très important pour les communistes eux-mêmes, mais en quoi c'est important pour les Français?
quand on sait que le Parti communiste pourrait apporter tant dans une force rassemblée. Voilà, nous allons très bien avec les élus communistes ici. Nous rencontrons beaucoup d'élus communistes dans les régions, dans les villes, qui sont très favorables à la votation citoyenne. Donc on dit à Fabien Roussel et on dit à la direction du Parti communiste, écoutez, notamment vos élus sur les territoires, vos militants qui sont très favorables aujourd'hui à cette votation, rejoignez-la, et quoi qu'il arrive, de toute façon, nous continuerons à discuter avec les communistes pour agir ensemble le plus possible avant les élections, évidemment. Et maintenant, le bouquet final pour la fin. Isabelle, à toi de clore le débat de ce soir. Oui, je voulais répondre à Cécile, en fait, qui dit on parle d'un programme commun printemps européen avec Diem 25, Varoufakis, et en même temps d'une liste commune avec d'autres partis de gauche, avec la votation citoyenne. C'est quoi la différence? En fait, chère Cécile, il n'y en a pas. Je rebondis sur ce que vient de dire d'ailleurs Guillaume. D'abord, par rapport à ceux qui ne veulent pas justement, enfin qui font de la confusion entre eux, qui disent en gros, peu importe les groupes, comme dit Guillaume, peu importe avec qui vous allez siéger, peu importe le candidat à la présidence de la commission, je comprends qu'ils soient mal à l'aise, notamment le Parti socialiste, puisque justement leur candidat à la présidence de la commission, c'est M. Timmermans, vous savez, celui dont je viens de dire qu'il s'opposait à l'interdiction de la pêche électrique. Donc je comprends qu'ils soient un peu mal à l'aise. Bon. Mais donc, tout ça est cohérent. Il faut bien comprendre. Nous avons, nous, un programme européen, avec des alliés européens, avec un candidat, on va le voter dans quelques temps. Un candidat à la candidature. Avec un candidat à la candidature. Merci Edouard de préciser qu'il y a Yanis Varoufakis, j'espère qu'il sera élu. Bon. Mais en tout cas, nous avons quelque chose de cohérent au niveau européen que nous allons proposer dans la votation citoyenne, c'est-à-dire que quand Génération va faire sa proposition, il y aura le programme, il y aura la liste des candidats français, mais aussi la démarche que nous avons validée, qui est celle du printemps européen, avec tout, avec son programme, avec son candidat, ses candidats, parce qu'en fait, il y aura un binôme candidat à la présidence de la Commission et candidat ou candidate d'ailleurs à la présidence du Parlement européen. Donc, tout ça est en cohérence. Mais dans la votation aussi, c'est exactement la même démarche. Nous cherchons aussi des alliés pour être plus forts. L'objectif de tout ça, que ce soit le printemps européen, que ce soit la votation citoyenne, l'idée, c'est être nombreux, forts et unis à gauche écologiste pour pouvoir peser dans cette fameuse Europe que nous souhaitons ensemble. Et d'ailleurs, pour répondre aussi à la question de Seb, peut-on vraiment la changer? J'ai envie de dire, il y a quand même des signes d'espoir. Et c'est là que je voudrais terminer. Parce que moi, j'ai fait la fin du dernier mandat, j'ai fait 2012-2014, fin 2012-2014. Et à l'époque, ce qui était voté par le Parlement, par exemple, c'était la conditionnalité macroéconomique. Alors, ce mot barbare pour dire quoi? C'était le vote de l'austérité, y compris dans la distribution du budget de l'Union européenne. En gros, un pays qui ne respectait pas les 3% de déficit, qui ne respectait pas les 60% de la dette, on pouvait lui retirer tous les programmes, que ce soit le programme, que ce soit sur la politique agricole, que ce soit la politique régionale, que ce soit Erasmus, etc. On pouvait lui retirer le budget de l'Union européenne. Par contre, il n'y avait rien sur la conditionnalité sur les droits humains. Alors là, par contre, que ce soit en Hongrie ou ailleurs, on pouvait faire n'importe quoi sur les libertés publiques, il n'y avait pas de sanctions. Ce Parlement 2014-2020, il est loin d'être parfait, il n'est pas vraiment à gauche, mais pour autant, il y a quand même une inclinaison. Parce que ce Parlement-là, il a voté contre la conditionnalité macroéconomique, c'est-à-dire il refuse que le budget de l'Union européenne soit conditionné au respect du TSCG, c'est-à-dire de l'austérité, en gros. Et par contre, il a voté pour la conditionnalité sur les droits de l'homme avec un dispositif de sanctions financières pour les pays qui ne respectent pas les droits humains et l'état de droit. Et même l'évasion fiscale, enfin plutôt les pays qui procèdent, enfin qui font de l'évasion fiscale, pour parler clair. Donc, certes, c'est pas la panacée encore, parce qu'on n'est pas encore assez nombreux gauchers écologistes dans ce Parlement, mais on voit bien qu'on peut avancer. Et c'est un petit mot d'espoir, justement, chers amis. Justement, c'est bon de finir sur ce petit message d'espoir.
Ils étaient 2000, nous étions 15, et on s'est dit, encerclons-les. Voilà. Sur ce, on vous souhaite une douce et belle soirée depuis Strasbourg, où le ciel est complètement dégagé, en espérant que ça présage de belles choses pour les futures élections et surtout pour les citoyens européens. On vous embrasse, bonne soirée et au mois prochain.